D'abord, je voudrais juste vous montrer le terroir de Tsinghua, notre université. Donc, c'est une université fondée depuis plus de 100 ans, donc parmi les plus anciennes universités modernes en Chine. Voilà, le campus fait partie d'un ancien parc royal. Donc, à l'université, on a les matières en sciences et aussi, bien sûr, la faculté de droit. Voilà, on a aussi un programme sur la propriété intellectuelle internationale. C'est un programme mis en place avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, on reçoit les étudiants étrangers pour un an d'études. Voilà, si les étudiants de Lyon 3 sont intéressés, voilà, ils sont les bienvenus. Donc, les indications géographiques sont des spécialités locales, mais qui présentent bien des intérêts importants sur le plan international. C'est pour ça que les coordinations internationales, par les efforts tant multilatéraux que bilatéraux, jouent toujours des rôles pour harmoniser les droits nationaux, pour améliorer la protection de ces dites très spécifiques. Donc, moi et Madame Li, nous allons présenter la protection des IG européennes en Chine. En fait, c'est un exemple pour montrer comment le système chinois a évolué dans le temps, dans le contexte des échanges internationaux, et comment les IG étrangers peuvent être reconnus et protégés en Chine. Donc, je vais présenter l'évolution de notre système en cette matière générale et aussi comment les IG étrangères sont enregistrées ou reconnues en Chine. Et après, Madame Li va présenter comment les IG étrangères sont protégées dans la pratique, devant les tribunaux ou devant les administrations. Donc, je vais faire la présentation en français et Madame Li est toute débutante en français, donc elle va faire la présentation en anglais. En Chine, on dit deux systèmes pour protéger les IG, un système de marque et un système sui generis. On a même deux systèmes sui generis, un établi par l'administration en fait, pour la supervision des qualités de produits et l'autre pour le ministère de l'Agriculture. Et celui donc, créé par le ministère de l'Agriculture a cessé de fonctionner depuis novembre 2022. Donc maintenant, on a un système sui generis qui est l'administration pour la supervision de qualité. Le système de marque, et là, la loi sur les marques a été adoptée en 1982. Donc la Chine a adhéré à une série de traités internationaux comme la Convention de Paris, accord ADPIC, etc. Mais en ce qui concerne la protection des marques couvrant les IG, nous avons d'abord un règlement adopté en 1994 donc sur les marques collectives et de certification. Et c'est là qu'on a commencé à reconnaître les IG comme un type de marque spécifique qui mérite un régime spécial au sein du système de marque. Et en 2001, lors de la deuxième révision de la loi sur les marques, on a introduit l'article 22, paragraphes 1 et 2 de l'accord ADPIC pour dire que voilà, les marques
composé des IG ne peut pas être enregistré s'il est trompeur et si les produits ne sont pas originaires de la région désignée. Vers fin 2025, on a déjà enregistré plus de 7000 marques qui couvrent les IGG. Mais les marques, les IGG étrangères sont de 230. Donc, ce n'est pas si nombreux. Mais en même temps, on pourrait voir qu'on a une grande quantité de IG chinoises. Cela prouve aussi que, comme on a discuté tout à l'heure, la Chine, tout comme la France, on a une grande variété des terroirs et aussi une longue histoire pour l'agriculture, etc. Et donc, on a en fait une grande richesse pour les IG. Même dans les années 80, il y a déjà une encyclopédie qui a recensé plus de 1000 spécialités locales. Mais à cette époque-là, on n'a pas encore la notion de IG. Aujourd'hui, on comprend qu'en fait, il s'agit de IG. Pour le système de produits IG, donc le système sui generis, c'est en 2005, on a créé ce régime. Et là, on voit qu'en dehors du système de marque, l'administration chinoise, il voit les IG comme un moyen pour la supervision des qualités de produits. Donc les IG, ça représente une catégorie des produits qui a des qualités spécifiques. Il faudrait les superviser. C'est pour ça qu'on a créé ce régime. Et derrière ça, en fait, on a toujours la collaboration avec la France en matière d'une protection spéciale avec le système sui generis en matière de IG. Et en 2023, donc l'administration pour la supervision de la qualité des produits a rejoint donc l'administration nationale, l'administration pour la régularisation du marché, et dans lequel il y a donc l'Office de la propriété intellectuelle. Et donc l'ancienne administration pour la supervision de qualité maintenant fait partie de l'Office de propriété intellectuelle. Maintenant, on a toujours l'Office de marque et un service qui gère le produit sui generis au sein de l'Office de la propriété intellectuelle. Cette réforme institutionnelle a créé donc une condition prometteuse pour unifier les deux systèmes pour être plus efficaces. À la fin 2025, on a donc 5000 produits IG enregistrés dans ce système, dans lequel on trouve 211 IG étrangères en fin 2024. Et là, on voit que d'un côté, on a 7000, de l'autre côté, on a 5000. En fait, certaines IG sont enregistrées dans les deux systèmes. C'est aussi un problème pour les associations. On se pose la question lequel, etc. Le système de marque, c'est plutôt devant les tribunaux, etc. Mais le système de IG, c'est pour l'administration, voilà, pour les superviser. Ça crée des coûts de gestion. Donc cette réforme institutionnelle a aussi donné lieu à une unification du logo. C'est un logo officiel créé pour montrer qu'il s'agit d'un produit IG. Maintenant, c'est unifié, que ce soit le système sui generis que le système de marque. On utilise le même logo pour dire que voilà, il s'agit d'un produit de IG. Et on a un projet en cours, c'est d'adopter une nouvelle loi spécifique, unifiée, pour gérer les IG. Mais on ne sait pas encore comment on va gérer ces deux systèmes. Comme sur le plan international, il existe ces deux régimes. Il est possible qu'on va garder les deux, mais comment donc améliorer l'efficacité, c'est un travail à faire. Donc là, c'est un tableau qui fait la comparaison de ces deux systèmes qui sont toujours en vigueur. Les déposants doivent toujours être les associations ou organisations de producteurs
du système de marque, mais avec une approbation préalable par les autorités locales. Mais pour les systèmes sui generis, ça pourrait être un service du gouvernement local ou bien association de production qui est le déposant. Le système de marque, donc là, on va à un examen plutôt léger. Donc, on fait le dépôt avec les dossiers directement devant l'office de marque. On examine donc les cahiers de charges et la distinctivité, etc. Mais pour le système de JG, il doit passer par un contrôle préliminaire au niveau de province. Et là, il a un contrôle substantiel et après, on le donne à l'Office de la propriété intellectuelle. Et dans ce système, il y a donc une vérification des caractéristiques ou bien la qualité des produits. Donc, il peut y avoir des examens pour analyser les caractéristiques des produits, des ingrédients, etc. Et la propriété de droit, donc système de marque, confusion, dilution, etc. Et de l'autre côté, plus le contrôle de la qualité et l'usage trompeur. Donc, Madame Li va présenter ces aspects sur la propriété de droit et la mise en œuvre. Donc nous allons aussi inclus les produits artisanaux dans le système de IG. Pour nous, dans les deux systèmes, les listes en fait sont ouvertes. On n'a pas dit que les IG sont protégés pour les produits agricoles, alimentaires. La liste est ouverte, mais on pose la question en fait sur les liens de causalité entre les caractéristiques des produits et l'origine géographique. Dans la définition, donc, il y a les éléments naturels et les éléments humains. Donc on se demande si c'est seulement les éléments humains, est-ce que c'est suffisant? Et dans les règles de la loi, on exige en fait que les matières premières soient originaires dans la région. Et après, il y a la fabrication dans la région. Mais donc on pose aussi la question de savoir quel est l'impact de prendre quel est l'impact des matières premières originaires de la région sur la qualité des produits. Si les caractéristiques sont notamment déterminées par les facteurs humains, cela pose la question sur comment définir la qualité ou bien les caractéristiques du produit. Donc, dans les accords entre l'Union européenne et la Chine, et là, du côté de la Chine, on a inclus des produits artisanaux, donc dans les IG à reconnaître en Europe. Et du côté de l'Europe, donc c'est possible, mais au moment de la signature de l'accord, je pense qu'on n'a pas encore le régime au niveau européen. Mais dans le futur, c'est possible de les d'entrer en Chine. La seconde partie concerne comment les IG étrangères peuvent être reconnues en Chine. Et là, d'abord, on a le système de marques, donc les marques collectives ou de certification. Il peut passer directement à travers donc le système de Madrid pour arriver devant l'office chinois. Ils seront donc examinés. Et là, on exige des preuves sur la protection des IG dans les pays d'origine. Donc il s'est passé que des IG français ne sont pas encore enregistrés en Chine. En France, ils auront des difficultés à se faire reconnaître en Chine. Et là, s'il n'y a pas de relation conventionnelle avec la Chine concernant certains pays, donc le principe de réciprocité peut aussi être appliqué. Pour le système de produits JG, donc le système sui generis,
Et là, on a une première phase dans laquelle c'est l'administration chinoise, il reconnaît au cas par cas les IG étrangères pour les protéger en Chine. On a exemple de champagne, c'est un bon exemple. Donc vous voyez, en 89, on n'a pas encore de règlement sur les marques collectives ou certification. Mais donc l'Office chinois a reconnu que la Champagne, c'est une IG française. Donc on a accepté de les protéger. Et là, on voit que le gouvernement chinois a fait beaucoup plus d'efforts que les Américains. Je ne vous cache pas que quand j'étais un enfant, j'ai connu une variété de champagne en Chine. Pour nous, en fait, champagne était déjà devenu générique. Pour nous, c'est soit des wines pétillants, soit ce sont des boissons non alcooliques pétillants. Ça peut aussi s'appeler champagne. On a des petits champagnes pour les enfants, c'est le chambommier. Voilà. Aussi le champagne pour les dames non alcooliques, des choses comme ça. Mais l'administration chinoise a décidé un jour que non, on reconnaît qu'il s'agit d'une IG française. Tout le monde doit arrêter l'usage inapproprié. Et c'est comme ça que Champagne a été reconnu comme IG et aussi comme marque en Chine. Et dans la deuxième phase, on a des règlements, plus les accords bilatéraux avec l'Union européenne. Donc en 2005, c'est la première. C'est l'accord en 2016, 2005, donc avec l'Union européenne, c'est 10 plus 10. Les deux côtés, on propose des IG à être reconnus par l'autre côté. Et là, il y a déjà des IG qui sont reconnus en Chine. Et après, il y a l'accord de 100%. Donc, 100 plus 100. Chaque côté, on peut proposer 100. Mais en fait, ces chiffres ne sont pas exacts. On peut proposer plus ou moins. Donc, c'est là que, dans ce cadre-là, que l'administration chinoise a adopté un règlement sur la protection des indications géographiques étrangères en Chine. Donc, il y a une procédure qui dit comment il faut faire des dépôts, procédure de validation de l'opposition, etc., pour encadrer les dépôts par les étrangers. Mais dans la pratique, ce sont surtout les accords bilatéraux qui ont permis la reconnaissance des IG étrangers en Chine. À part les accords avec l'Union européenne, on a aussi des accords avec les autres pays. Mais ce sont les accords avec l'Union européenne qui ont le plus d'impact sur l'évolution du système chinois concernant la protection des IG étrangères. Et là, ça témoigne aussi, je pense que vous avez tout à l'heure dit que l'Union européenne est une puissance normative sur la scène internationale pour promouvoir la protection de l'IG. Je pense qu'en Chine, ces accords avec la Chine ont donc éveillé la résonance du côté chinois sur l'importance de la protection des IG. C'est pour ça que je pense que l'accord, ça s'avance très rapidement et efficacement des deux côtés pour la collaboration en cette matière. Ok, je passe la parole à Madame Li. Ok, bonjour. C'est un grand plaisir de participer à cette conférence. Since my French is a very little elementary level, so the presentation of the third part will be introduced in English. Thank you for understanding. Now let's move into the third part. In this part, I will introduce the scope of rights in detail with several representative cases in China, and most of them are foreign GIs. So now let's start. Before I start talking the cases, I would like firstly to
introduced a different system used to protect geographical indications in their scope of right. You can see this table on this slide. The left side of the table lists the main types of infringing uses and the protection mechanism. And from the top row of the table, there are two systems. And I also put the EU-China Geographical Indication Agreement on it to make a comparison whether the types of protection recognized in this agreement are also reflected in these two domestic systems. From this table, we can see that both systems, as well as the EU-China GI agreement, provide protection against misleading use and against the use of GI signs on products that do not comply with the relevant product specifications. By contrast, protection against delusion exists only within the trademark law system through the prevention of well-known trademarks. As for prohibited use of GIs, for example, terms of types, style, or translation, the main difference among these three frameworks lies in the scope of products covers. In terms of protection mechanism, the trademark system allows both judicial remedies and administrative enforcement measures. By contrast, the GI product system mainly relies on administrative enforcement. Since the EU-China GI agreement recognizes protected GI through the GI product framework, these GIs are in practice mainly protected through this system after they are admitted. And next, I will begin with the cases in trademark law system firstly. In this section, I will discuss three issues one by one: confusion, anti-delusion, and legitimate use. Now let's start with confusion, the first case. In this case, the defendant produced and sold a product called 7 Star Sparkling Shangbanyan. The words Shangbanyan and Xiangbing, it's the Chinese official translation, are prominently displayed in the center of the label. You can see this on this picture. The right holder argued that this constituted infringement. However, at that time, Shangbanyan had not been registered in China, either as a trademark or as a GI product. Even so, the court held that the Shangbanyan and Xiangbing already had established the market recognition as a geographical indication. Therefore, Article 16 could be applied to protect the right holder. As a result, the court concluded that the defendant's use constituted infringement. This case shows that even unregistered foreign GIs may still receive protection in China under Article 16 of a trademark law system. The next case is also about confusion, but from a very different perspective. In this case, an applicant registered the Chinese name Kangnieke for one product. Now, if you pronounce it out quickly, it sounds almost exactly like cognac. The trademark office held that even though the signs was written in Chinese character and was not the official Chinese translation form of cognac, it was clearly a phonetic imitation for this French GI. So because this could mislead consumers about the origin of the product, the trademark was ultimately invalidated. This case shows that for Article 16 of a trademark law system,
it extends protection to the Chinese translation of foreign GIs. Beyond confusion-based protection, geographical indications may also receive anti-dilution protection under the trademark law system through the well-known trademark preventions. In this case, the defendant used the term Champagne Life for perfume products. You can see this use on this picture. Perfume and wine are neither identical or similar products. The court applied the well-known trademark preventions and held that the use of Champagne Life dilute the distinctiveness of the name Champagne. In other words, it weakened the uniqueness and the reputation associated with the geographical indication. In this case, what is particularly interesting is that if we compare this case with the early cases about Champagne, in previous disputes, similar names such as, you can see this on the bottom of this slide. They use Champagne spelled with an N, which is very similar with the Champagne, the spelling, used for shampoo products. Or the Chinese term 香槟, for this word 冰, it's very similar form in with the Chinese official translation word 冰. So in Chinese people, it may be a little similar. This 香槟 used for café. Both cases were found to be non-infringing. The reason those earlier claims failed were that at the time, the geographical indications of Champagne had not yet been registered as a trademark in China. Moreover, without recognition as a registered, well-known trademark, the anti-dilution doctrine could not be applied. So now let's move into the legitimate use. At the moment, there are still no major cases involving legitimate use of foreign GIs in China. So here I would like to use a Chinese GI case to illustrate this issue. In this case, the defendant used the term 五常稻香 rice on its product packaging. In fact, the rice did originated from the Wuchang region, which is a protected geographical area for this GI. Based on this fact, the defendant argued that its use constituted legitimate use. However, the court held that legitimate use requires two conditions to be satisfied simultaneously. First, the product must genuinely originate from the designated geographical area. This is the geographical origin requirement. Second, the product must comply with the quality standards and technical specification required for the GI products. In this case, it's Wuchang rice, their product specifications. Only when both conditions are fulfilled can the use could be considered as legitimate. In this case, although the defendant satisfied the geographical origin requirement, it failed to comply with the required production standards and specifications. Therefore, the court found that the use constitutes infringement. Beyond the issue of legitimate use, this case also demonstrated that under the trademark law system,
products that failed to comply with GI product specification may still be prohibited from using the GI name. So now let's move to the GI product system. In this section, I will focus on two main issues under this system. The first is the administrative penalties imposed for the use of GI signs and on products that do not comply with the required product specifications. The first example is the Scottish whisky case. In this case, a genuine whiskey imported from Scotland used the term pure malt on its Chinese label. However, this wording violated the specification of Scottish whisky. As a result, even though the whiskey itself was authentic and imported from Scotland, the importer would still be punished by administrative authority because the labeling did not comply with the required specification. Finally, I would like to discuss the Ford Cognac case. Generally speaking, protection and the GI system mainly relies on administrative enforcement. What makes the case special is that the court attempted to use anti-unfair competition law to provide GI products with a form of anti-dilution protection, similar to the well-known trademark in the trademark law. In this case, Ford marketed a car under the name Cognac Edition and used the term Cognac Brown to describe the interior color of the car. You can see the picture. It's Ford's car, the Cognac Edition. If Cognac had already been registered as a certification mark or collective mark in trademark law system, it would be likely have to be obtained by anti-dilution, use the well-known trademark clause. However, at the time of the dispute, Cognac had only been protected as a GI product and had not been registered as a trademark. In this case, the court creatively applied the general clause of the anti-unfair competition law. The court held that the false use constituted an unfair exploitation of the reputation associated with Cognac and increased the risk of the geographical indication Cognac could gradually become a generic term. This case suggests that the Chinese courts are increasingly willing to use all available legal tools to strengthen the protection of well-known geographical indications. So, in conclusion, we can find three important trends in China's protection of foreign geographical indications. First, China is gradually moving towards a more unified GI protection system under the administrative of CNIPA. Second, foreign GIs are currently protected through two parallel systems, trademark law system and the GI product system. Finally, Chinese courts are expanding GI protection beyond the traditional confusion-based analysis by recognizing dilution, protection, and by using unfair competition law when necessary. That's all my presentation. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup. Il est temps éventuellement de donner la parole à l'audience, à l'assistance, si vous avez des questions. Pas de questions. Je pense qu'on en aura tous. Enfin, moi, je peux peut-être en poser quelques-unes. To Mrs. Lee, please. I was wondering, in the first case, Champagne, or also the others, who was the claimant? It was a group of
champagne producer, French champagne producers, or who was the claimant? Because the defendant was a Chinese, I imagine, a Chinese producer, but who was the claimant at the origin of the action? You don't remember? Yeah, it's the right holder of the Champagne Association in France. Mm-hmm. Yeah. Ok. Mm-hmm. Et oui, sinon, moi, effectivement, je me suis fait la réflexion, en particulier en entendant l'intervention de Pascal, sur cette relation, cette différence qu'il y a entre le droit des marques et le droit des indications géographiques, la relation à la généricité, au caractère générique. Parce que les indications géographiques, une fois qu'elles sont enregistrées, ne peuvent pas devenir génériques. Une marque, au contraire, si elle devient générique, peut tomber. J'avais été frappé par le fait que, justement, tu expliquais que les marques de certification américaines ne pouvaient pas devenir génériques. Enfin, si, être sanctionnées, justement, si elles devenaient. Elles peuvent être génériques, oui. Voilà. Et ce qui est intéressant, je crois, me souvenir, dans le droit des marques de l'Union européenne de certification, justement, elles sont protégées de ce point de vue-là. Elles ne peuvent pas, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble pas m'avancer trop à la légère, mais... donc c'est intéressant cette question de la relation à la généricité du terme. Dans le système des IG, c'est très protégé, puisque justement, on ne dégénère pas. Une IG, quel que soit son succès, ne dégénère pas. Une marque, au contraire, si elle a du succès et qu'elle devient générique, elle tombe. Et donc, on a peut-être aussi à rechercher cet intermédiaire. C'est toujours la même réflexion de trouver des voies communes et puis peut-être un système. Il me semble me souvenir que pour les marques de l'Union européenne de certification, il y a encore cette idée-là que on ne peut pas reprocher, parce que c'est vrai que c'est un peu paradoxal de reprocher le caractère générique à un produit qui a une indication géographique, qui tend à devenir le modèle. Enfin, c'est vrai, ça devient un champagne, c'est le modèle d'un certain type de produit, donc lui reprocher sa généricité pour le faire tomber, ce serait un peu étrange. Donc c'est assez intéressant cette frontière et il me semble que la marque de l'Union européenne de certification, je parle de mémoire, justement, est à l'intermédiaire, à la frontière entre ça. Là. Voilà, peut-être une voie d'évolution. Oui, c'est une règle, je trouve, très spécifique qui marque donc le privilège donc donné par le droit de l'Union européenne aux indications géographiques. Donc si on pense que le droit des marques, c'est une forme de protéger les IG, on doit raisonner avec la logique de l'IG, même au sein du droit des marques. Ceci étant, au droit des marques, la marque devient générique, la marque tombe pas automatiquement si elle devient générique, elle tombe que si le titulaire de la marque n'a rien fait pour qu'elle ne devienne pas générique. Donc à la rigueur, elle peut être générique dans l'usage, et à partir du moment où le titulaire c'est pesant quand même. C'est pesant, mais c'est quand même quelques lettres recommandées envoyées en précisant je vous indique que cette marque n'est pas est toujours protégée, etc. Ça suffit pour éviter que la marque tombe. Alors je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis d'ailleurs. Je ne suis pas certain que ce soit le cas, mais c'est le cas chez nous. Et la marque de certification, de toute façon, il faut maintenir quand même il y a toujours une obligation de contrôler l'usage qui est fait de la marque. Donc, si elle devient générique, il y a peut-être aussi le risque, même s'il n'y avait pas cette protection, il y a quand même toujours une obligation positive de faire des choses. Mais c'est vrai que c'est un point intéressant. La question de la dilution est intéressante aussi. C'est vrai. Parce que je ne me suis pas posé la question. Et il faudrait voir également j'étais en train de chercher. En fait, j'ai pas trouvé juste pour les indications géographiques, françaises. On a une protection à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée. Mais généralement, c'est des produits comparables, je crois, le terme. C'est ça. Oui, mais le ou lorsque cette utilisation, c'est pas les produits comparables à ceux enregistrés. Donc je me demande si c'est pas autonome, mais si c'est pas une inclusion de. Mais ça, c'est valable pour la loi française. J'étais en train de chercher dans le règlement européen si on avait la même chose. Parce que ça m'a étonné sur la couleur cognac. Oui. J'ai trouvé ça étonnant, mais on sait que. Enfin voilà, c'est un point. Et pour vous, si cette affaire est devant le tribunal français, est-ce qu'il sera interdit de dire que
la couleur cognac. Déjà, couleur cognac, c'est utilisé. Hein, bon, Tout ça, à fait. c'est pas Couleur cognac. cognac, c'est utilisé. Mais Mais Ilia, je me permets juste une observation. Merci pour ces décisions qui sont extrêmement intéressantes, mais sans être une spécialiste de droit vraiment matériel pour le coup des marques ou des IG, la rigueur du système chinois me semble assez édifiante parce que juste pour lire quelques arrêts des cours européennes, pour le coup, il ne m'apparaît pas qu'il y a une rigueur aussi importante, aussi protectrice à l'égard des producteurs ou des propriétaires. Enfin, je trouve ça très, très édifiant. Il y a eu l'affaire Champagne où c'était pour des cigarettes ou donc. Oh, du parfum. Il y avait du parfum, voilà. Donc on n'est quand même pas très très loin finalement, mais c'est. Oui, c'est aussi notre constatation. Pour nous, le système chinois a évolué dans un sens qui privilégie donc la protection des IG. Oui. Qu'il le fait efficacement. Attends, on a aussi une évolution, nous, large. Hein. Je pensais au Morbier, là, au fait que l'indication permet de protéger également l'aspect visuel. Oui, avec le trait. Toujours en propriété intellectuelle. Ça peut, oui. Il y avait une autre réflexion que je m'étais faite aussi en vous écoutant, et c'était sur le coût, parce qu'effectivement il y a un coût, droit des marques, mais moi je me souviens que pour les indications géographiques, certaines indications géographiques de l'Union européenne ont été, c'est rare, hein, mais annulées à la demande même des producteurs parce que ça leur coûtait trop cher finalement. Ils ont préféré renoncer au système parce que même un système d'indication géographique suppose, surtout dans l'Union européenne et en France, pour maintenir il faut des contrôles et c'est cher à financer. Et quand le produit n'a pas le succès attendu, n'a pas été porté par l'indication géographique, il vaut mieux renoncer finalement. Et on a vu quelques désenregistrements, annulations d'enregistrements comme ça pour cette raison-là aussi du coup. Donc il y a des coûts un peu partout, mais bon, c'est certainement peut-être plus fort du côté des marques, peut-être, oui. Je sais pas. Parce que les marques, ça s'envisage plutôt de manière individuelle et peut-être les AOP, ça passe par les syndicats, etc. C'est ça. Et puis il y a le coût, effectivement, et puis il y a le coût du respect. Oui. Et ça c'est peut-être qu'on n'a pas intérêt toujours quand on a des cahiers des charges qui sont fixés de manière trop... Je te rejoins justement parce que les quelques exemples que j'ai en tête, donc des questions géographiques de l'Union européenne, pour lesquelles on a renoncé pour des raisons de coût, c'est justement parce qu'il y avait peu de producteurs, ou voire même un seul producteur, donc il ne supporte pas lui tout seul la charge. Autant avoir une marque, du coup. Oui, voilà. Autant avoir une marque, du coup, s'il n'y a pas de... Oui, c'est vrai. Bon, oui. Et je m'étais demandé, en vous entendant aussi, vous avez parlé donc ce problème de savoir si c'était plutôt une appellation d'origine ou une indication géographique, s'il y avait un ancrage dans le terroir ou pas. Est-ce que vous voyez ça aussi, ce qu'on voit nous en droit de l'Union européenne, que qui peut le plus peut le moins, et que quelqu'un qui pourrait peut-être prétendre à une appellation d'origine va finalement simplement demander une indication géographique parce que c'est moins contraignant. Il y a juste les conditions de facteurs humains, comme vous le disiez, juste les facteurs humains qui sont contrôlés et pas les facteurs naturels finalement. Est-ce que vous voyez aussi ça éventuellement, des producteurs qui préfèrent renoncer à demander le titre le plus exigeant pour rester au titre le moins exigeant pour certains produits? Oui, là aussi, donc pour votre information, en fait, dans le système chinois, il n'y a pas de distinction entre les deux. D'accord. On a un seul titre, voilà, indication géographique. Mais vous avez dit que les textes faisaient des... Les textes sont ils sont plutôt essentiellement similaires entre la définition en droit des marques et la définition dans le sujet. D'accord. Mais dans cette discussion sur une éventuelle loi unifiée sur IG, il y a des opinions qui disent peut-être on distingue les deux. Ah voilà, d'accord, ok, c'est ça. D'accord. Merci. Bon, on voit là aussi, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais on voit que c'est un domaine qui bouge, qui est en voie d'évolution et qui est important et qui est susceptible d'évoluer dans tous les pays. C'est ça, voilà, toute utilisation directe ou indirecte d'une indication géographique dans l'article 26 du règlement, lorsque, à l'égard de produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous la dénomination, ou lorsque l'utilisation de la dite indication pour tout produit ou service permet de profiter de la réputation. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, couleur cognac, je ne sais pas si on profite vraiment de la réputation du cognac.
parce que vraiment ça change rien, c'est juste parce que c'est plus simple pour comprendre ce que c'est. La couleur. C'est juste descriptif. On sait la couleur du cognac, mais on l'achète pas parce que ça ressemble on l'achète pas parce qu'on a mis cognac au lieu d'autre chose. Oui, je pense que ça marcherait pas. Oui. Il y a aussi des critiques et aussi des réflexions sur est-ce que cela a vraiment porté atteinte aux intérêts du cognac. Voilà. Oui, c'est vrai. D'accord. Pas d'autres questions? Bon, il me semble qu'il est venu le temps de conclure cette demi-journée d'études. Donc on remercie encore très chaleureusement tous mes collègues qui sont venus intervenir sur ces questions si passionnantes. Et merci encore à vous pour tout ça. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.